Voilà, je crois qu'on a donné un peu de temps aux retardataires pour s'installer dans la salle virtuelle. Et je vous souhaite une bonne séance au nom du Collège Belgique et ça me fait évidemment très grand plaisir de retrouver un auditoire qui m'est familier, notamment l'auditoire de Namur. Alors, s'agissant d'un membre de l'Académie, notre modestie nous contraint à nous présenter directement sans être introduit. Et donc, pour me situer par rapport à ce sujet et à ma carrière, je suis professeur émérite de l'Université libre de Bruxelles, spécialiste de l'histoire du premier Moyen-Âge et en particulier de l'économie et de la société carolingienne. Et à côté de ça, également intéressé plus largement par l'histoire de l'alimentation, et vous verrez que c'est un des éléments qui explique le parcours que je vais vous proposer aujourd'hui. Alors avant de commencer le partage d'écran et d'entrer dans le vif, je vous rappelle que si vous souhaitez poser des questions durant ou au terme de ce cours conférence, il vous suffit d'aller dans la partie inférieure de l'écran du webinaire, de cliquer sur discussion et d'introduire votre question. Je lirai les questions et je m'efforcerai de vous répondre quand la conférence proprement dite sera terminée. Alors, si vous voulez bien, on va procéder au partage de l'écran. Voilà. Vous avez à présent l'écran complet tel que je souhaitais pouvoir vous le présenter. Alors, très rapidement, le programme des festivités d'aujourd'hui. Je vais vous proposer un chemin de traverse dans le livre que j'ai publié en 2019 chez Albin Michel, La nature et le roi, environnement, pouvoir et société à l'âge de Charlemagne 740-820. Un chemin de traverse qui m'éloigne du cœur de mes préoccupations, l'histoire du premier Moyen-Âge, pour parcourir très librement le XVIIIe et puis dans un deuxième temps le XVIIe siècle français. Donc, j'aurai l'occasion d'abord de vous parler des journées d'octobre de 1789, ensuite de dessiner le principe qui fait du roi le responsable de la subsistance de son peuple, pour m'intéresser à la fois à la manière dont Louis XIV va se représenter comme le nourricier de son peuple et comment lui-même et ses contemporains ont dessiné cette figure royale à partir du miroir de Charlemagne. On reviendra là, évidemment, aux choses que je connais le mieux en histoire. Enfin, après avoir jeté un coup d'œil très rapide sur la politique des subsistances traditionnelle et la manière dont elle s'est heurtée au principe de liberté du marché, avancé par les physiocrates et par Adam Smith, je vous proposerai de rapides conclusions. Alors, les 5 et 6 octobre 1789 comptent parmi les grands jours de la Révolution française. Le soir du 6, en renonçant au veto royal et en acceptant de sanctionner la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Louis XVI accepta formellement la fin de la monarchie absolue. La foule qui s'était rendue à Versailles ramena le roi à Paris, réunissant les deux branches du pouvoir constitutionnel dans la capitale. Ces moments de l'histoire sont saturés par la question de la subsistance. Malgré les récoltes abondantes qui avaient suivi les pénuries de l'année précédente,
le pain restait rare et cher à Paris en 1789, ce qui alimentait les rumeurs de conspiration et un climat de suspicion et d'inquiétude. Outre les tensions entre le roi, l'Assemblée constituante et les factions politiques, la pénurie de pain occupe une place centrale dans le développement et la mémoire de ces journées. Le 5 octobre, une foule composée d'une majorité de femmes, notamment des femmes des Halles qui travaillaient dans l'industrie alimentaire, se rendit à l'hôtel de ville pour demander à la commune de prendre des mesures pour remédier à la pénurie de pain. Plusieurs milliers d'entre elles, bientôt rejointes par la milice et la garde nationale, se rendirent à Versailles, où étaient basés le roi et l'Assemblée nationale, pour exiger que la question du pain soit mise au premier plan de l'agenda politique et que le prix du pain et de la viande soit réduit. L'une des poissonnières, c'est ainsi qu'on appelait ces femmes de la Halle, une des poissonnières qui avait envahi l'Assemblée répondit au président Monnier, qui voulait rétablir le silence: « Faites taire ce moulin à paroles, ce n'est pas de cela qu'il s'agit, il s'agit d'avoir du pain. » Au petit matin, le palais de Versailles est envahi par la foule et le roi doit accepter de se rendre dans la capitale. À la fin de cette deuxième journée du 6 octobre, comme l'écrit l'historien Jules Michelet, toute cette foule s'ébranle. Elle s'en va à Paris devant le roi et derrière. Hommes, femmes vont, comme ils peuvent, à pied, à cheval, en fiacre, sur les charrettes qu'on trouve, sur les affûts des canons. On rencontra avec plaisir un grand convoi de farine, bonne chose pour la ville affamée. Les femmes portaient au pic de grosses miches de pain, d'autres des branches de peuplier déjà jaunies par l'automne. Elles étaient fort joyeuses, aimables à leur façon, sauf quelques colibets à l'adresse de la reine. « Nous amenons, criait-elle, le boulanger, la boulangère, le petit mitron. » Tous pensaient qu'on ne pouvait jamais mourir de faim, ayant le roi avec soi. Tout était encore royaliste, en grande joie de mettre enfin ce bon papa en bonne main. Il n'avait pas beaucoup de tête, il avait manqué de parole, c'était la faute de sa femme. Mais une fois à Paris, les bonnes femmes ne manqueraient pas qui le conseilleraient mieux. Fin de citation. Partout, écrit Pierre-Joseph Roubaud, dans le Journal de l'agriculture, du commerce et des finances de janvier 1772, partout, vous verrez la subsistance donner l'impulsion aux révolutions. Comme les asticots dans la viande pourrie servie aux marins du cuirassé Potemkin, la pénurie de pain de 1789 a servi de déclencheur et de facteur de légitimation à l'expression de la violence populaire. Au plus fort de l'émeute, un soldat de la garde nationale s'est exclamé: « Nous ne pouvons pas retourner nos baïonnettes contre un peuple et des femmes qui nous demandent du pain. » Au-delà des objectifs politiques, la foule des femmes s'inquiète d'économie morale, exigeant du roi qu'il soit garant du bon approvisionnement, malgré la chute de la monarchie absolue et malgré le fait que le pouvoir royal ait laissé les mains libres pendant 2 décennies au libéralisme céréalier prôné par les physiocrates et mis en œuvre par le ministre Turgot en 1774. La formulation très originale qu'utilise, ou d'après en tout cas Michelet, mais qui s'inspire de sources contemporaines, cette formule « le boulanger, la boulangère et le petit mitron » figure dans le rapport de la procédure instruite au Châtelet sur les événements des 5 et 6 octobre 1789. Elle exprime pleinement ce principe du roi nourricier: le roi étant à Paris, le pain ne manquera plus. Nous aurons du pain, nous emmenons
le boulanger, la boulangère et le petit mitron. Selon un rapport d'enquête commandé par Philippe d'Orléans pour le laver du soupçon d'avoir fomenté les troubles d'octobre en stipendiant les émeutiers, Pierre-Jacques Bonhomme de Coméra note qu'après l'arrivée du roi, l'abondance revint à Paris. Le peuple a eu du pain, meilleur et plus sain, et l'a eu sans difficulté. C'est une fête pour les bons Parisiens de posséder enfin leur roi, écrit Jean-Paul Marat, peu suspect, vous l'avouerez, de complaisance envers la monarchie, dans son journal L'Ami du peuple du 7 octobre 1789. Je cite, « C'est une fête pour les bons Parisiens de posséder leur roi. Sa présence va faire bien promptement changer les choses de face. Le pauvre peuple ne mourra plus de pain. » Le matin du 7 octobre, écrit Jules Michelet, les Tuileries étaient pleines d'une foule accablée, affamée de voir leur roi. Diverses sources qu'il utilise pour étayer la thèse d'un complot de famine témoignent que le pain était à nouveau abondant dans les jours qui ont suivi le retour du roi. La question a été soulevée par le parquet lors du procès de Marie-Antoinette en octobre 1793. La reine elle-même avait provoqué la pénurie et le retour temporaire à l'abondance, ayant provoqué par ses agents une famine qui a donné lieu à une nouvelle insurrection. Que ce fait est prouvé d'une manière incontestable par l'abondance qui régnait au lendemain même de l'arrivée de la veuve Capet à Paris. Fin de citation. L'apaisement fut de courte durée. Les files d'attente s'allongèrent à nouveau devant les boulangeries. Le 21 octobre 1789, le malheureux boulanger François fut extrait de sa boutique par des forcenés qui l'accusaient d'être un accapareur et il fut sommairement exécuté. Selon les versions diffusées dans la presse de l'époque, il était accusé soit d'avoir caché du pain, parfois d'avoir du pain pourri, soit d'avoir été payé par les aristocrates pour nourrir la famine. Immédiatement après l'assassinat, l'Assemblée nationale instaura la loi martiale. Si le principe politique qui rendait le roi responsable de la subsistance a été dépassé par les lois et les actes depuis la fin du XVIIIe siècle, le récit des journées d'octobre 1789 montre, selon la formule d'Edward Thompson, que la foule s'est emparée par en dessous de la figure du roi boulanger de dernier recours, pour l'opposer au principe de la libéralisation du marché. La foule invoque ici un ordre ancestral selon lequel, par un accord mutuel implicite, le souverain et l'État doivent à tous les citoyens, en échange de leur obéissance, une subsistance assurée, la nourriture, un vêtement convenable et un genre de vie qui ne soit point contraire à la santé. Montesquieu, L'Esprit des lois, livre 23, paragraphe 29. Sous un roi, écrit en 1791 un pamphlet contre-révolutionnaire dénonçant la famine, sous un roi, nous avions du pain. Au moment du plébiscite d'octobre 1860, sur l'unification de l'Italie, il y a eu des rébellions dans le Sud sur le thème « Le vieux roi, entendez le roi Bourbon, nous a nourris ». Alors la diffusion des gravures est devenue un moyen d'expression puissant de l'opinion publique pendant la Révolution française, comme le souligne également Thompson. Et j'attire votre attention, vous voyez la souris sur celle qui est peut-être la plus célèbre, cette illustration qui représente le peuple, le tiers-état, surmontant la noblesse et le clergé, mais on voit aussi que la scène du 6 octobre est bien représentée dans cet ensemble de planches gravées qui datent de la même année 1789. Dans une gravure de Jean-Louis Prieur
qui fait partie des tableaux historiques de la Révolution française, une série d'une quarantaine de planches, une gravure qui représente l'entrée du roi à Paris. Les femmes entourent le carrosse royal, elles portent des pins embrochés sur des pics et des branches de peuplier. Visuellement, la pique est l'expression de la violence révolutionnaire et de la volonté populaire. Si le roi venait à faillir, le peuple pourrait reprendre sa place pour garantir la sécurité des approvisionnements. Selon l'hypothèse de William Roberts, les branches de peuplier portées par les participants à cette procession civique, et plus tard l'arbre de la liberté, représenteraient le peuple, en latin populus, mais aussi peuplier, et la République qui va remplacer le roi comme symbole de la nature et de la fertilité. La présentation d'aujourd'hui portera sur la construction idéologique de la figure du roi comme père et nourricier du peuple sous le règne de Louis XIV et sur l'utilisation de la personne de Charlemagne à la fois comme représentation idéalisée du roi nourricier et comme inspiration de la bonne police qui doit régir le marché des subsistances. Le règne de Louis XIV s'est déroulé pendant une période particulièrement froide du petit âge glaciaire. Cette dégradation climatique entraîna la France dans une série de conditions climatiques extrêmes et de famine. Au Royaume de France, les crises alimentaires répétées de 1661 jusqu'à 1709 entraînèrent leur cortège de manifestations populaires, blocage des routes pour empêcher les exportations, intimidation des magistrats, confiscation et vente des céréales au juste prix, dictée par la foule. On dénombre 148 émeutes de la faim rien qu'en 1709. C'est dans ce contexte d'insécurité climatique et économique que s'inscrit la rédaction du traité de police de Nicolas de Lamare. La police, telle que définie par Platon, organise et maintient la vie de la société et de l'État. Issu d'une famille d'officiers seigneuriaux et de magistrats, Nicolas de Lamare entre dans la police en 1678 en achetant le poste de commissaire au Châtelet. Un édit royal de mars 1667 avait précédemment séparé les fonctions de justice et de police à Paris, et plus tard dans tout le royaume, pour les unifier sous l'autorité d'un seul fonctionnaire, le lieutenant général de police. Sous le commandement de Gabriel Nicolas de la Reynie, Nicolas de Lamare a la charge du quartier central de la ville. Son expérience professionnelle l'a également amené à intervenir à 3 reprises pendant des périodes de famine, à Paris et en province, dans les années 1693, 1699, 1700 et 1709. À partir de 1687, cet acteur direct, particulièrement bien informé, est appelé à s'occuper de la réglementation nécessaire en matière de pénurie alimentaire. Il est chargé de préparer plusieurs mémoires à leur sujet, ce qui lui ouvre les registres du Parlement et les portes des bibliothèques. Ayant accumulé une énorme quantité de documentation, il publie en 1705 le premier volume de son traité, dans lequel on peut également voir une sorte de biographie de son mentor, la Reynie. Grâce à ses hautes activités policières, qu'il avait fait entrer dans le cercle des assistants directs du ministre Colbert, de Lamare rencontra Étienne Baluse, le savant éditeur et commentateur des capitulaires carolingiens. La France de Louis XIV est considérée comme impériale. Aux yeux de l'entourage lettré du roi, les véritables successeurs de Charlemagne ne sont pas les Habsbourg, avec leur Saint-Empire romain, mais le roi très chrétien. Charlemagne est le fondateur d'un nouvel empire que ses successeurs incapables ont privé de postérité immédiate. Louis était le seul souverain en Europe
qui pouvait l'égaler. Dès le XVIe siècle, l'étude des capitulaires carolingiens avait été pour les juristes français un moyen de rompre avec le statut dogmatique du droit romain et du droit canonique, et d'assurer le libre examen des principes du droit à l'aide de précédents historiques. Les capitulaires et les conciles de Charlemagne ont permis de mettre en évidence l'exemple d'un roi réformateur de la religion, véritable chef de l'Église, un modèle qui a ensuite été adapté aux idées politiques des protestants et des catholiques modérés favorables au gallicanisme. Le souvenir de la législation carolingienne, entretenu par la nouvelle édition des capitulaires, a renforcé les conceptions didactiques et utilitaires de la pensée sociale et le modèle d'une royauté très chrétienne au détriment de l'humanisme et de la primauté romaine défendue par les jésuites. Quand on lit les pages de Nicolas de Lamare sur l'histoire de la police des grains au temps de Charlemagne, il faut donc garder à l'esprit que le fidèle fonctionnaire de police livre ici, selon la formule de Walter Benjamin, des souvenirs qui sauvent, ceux d'un roi qui aurait su faire les meilleures lois et établir le bon ordre pour assurer l'alimentation de ses sujets. Comme il l'écrit dans la conclusion du traité de police, toutes les sages précautions établies par les lois, tout ce qui fait finalement l'objet des chapitres précédents sur le fait des grains, se termine par cet unique objet d'avoir du pain. La politique alimentaire de Charlemagne est présentée par de Lamare de manière méthodique et avec un luxe de précision et de détail qui n'a rien à envier à l'historiographie contemporaine. Il donne un aperçu très complet des mesures prises par le roi franc en examinant tous les secteurs d'intervention qui, dans une économie prélibérale, faisaient partie de l'économie morale et politique des subsistances. Alors bien sûr, la liturgie, les rites, les prières, les cérémonies, les pratiques religieuses pour obtenir le retour de la fertilité, l'assistance aux pauvres, l'obligation pour tous de payer la dîme paroissiale, l'utilisation des trésors de l'Église pour nourrir les pauvres lorsque c'est nécessaire, l'égalité, l'exactitude des poids et des mesures, la frappe d'une monnaie uniforme, forte et stable, garante de la stabilité des prix et des marchés, la fixation du prix maximum des céréales, du pain et de certains produits de base, le contrôle du poids et de la qualité du pain, la construction et la protection des boulangeries, la vente à prix réduit des stocks publics et des récoltes de ceux qui détiennent un bénéfice du roi, l'interdiction d'exporter des céréales hors du royaume pendant les périodes de disette, l'interdiction d'acheter ou de vendre des céréales avant la récolte et la condamnation de la spéculation sur les denrées alimentaires, et enfin des amendes judiciaires contre la destruction et le vol des récoltes. Pour de Lamare, la législation de Charlemagne conserve sa valeur et sa pertinence, et elle doit être considérée comme un arbitre historique dans les débats contemporains. Deux arrêts du Parlement de Paris en 1632 et 1655 montrent d'ailleurs que les capitulaires carolingiens ont servi de précédent en période de prix élevés, servant d'autorité légale pour des mesures de police telles que l'interdiction d'acheter des grains ou des raisins avant la récolte. Parmi les dispositions adoptées par Charlemagne, c'est sans doute l'adoption du maximum des céréales qui a le plus marqué les historiens et les observateurs politiques à partir du XVIIe siècle. Et ce thème a occupé une place de choix dans les débats entre les partisans de la police alimentaire et ceux de la liberté absolue des grains. Lors de la grande famine de 1709, de Lamare, chargé par le roi d'examiner la pertinence des solutions à apporter à la pénurie, écrit « On prenait tous les jours de sages précautions contre le mal.
lorsque l'on proposa de l'arrêter tout d'un coup par la fixation générale du prix des grains. Se référant directement aux mesures prises par Charlemagne en 794 et en 805, il est convaincu qu'une bonne police de l'alimentation doit prévenir par son action les vices de la monopolisation et de la spéculation, tout en se prononçant personnellement contre la fixation autoritaire des prix. Pour les contemporains de Louis XIV, la famine est un accident paradoxal dans l'ordre de la création. La nature, servante de la providence, est fondamentalement généreuse. La terre ne manque jamais. Ces idées n'ont pas encore rencontré Malthus, qui postulera la rareté des ressources alimentaires. Puisque le monde est l'œuvre de Dieu, il ne semble pas y avoir de plafond de rendement concevable. Cette promesse d'abondance, de fécondité par le travail des hommes, est l'un des fondements de la royauté donnée par Dieu à Israël, qui sert de modèle à la royauté providentielle exercée par Louis XIV. Si la nature créée par Dieu est défaillante, c'est à cause de la nature humaine. Face à la corruption des hommes, Dieu accorde ou suspend les effets bénéfiques de la providence, et il les frappe à cause de leurs péchés, de leur iniquité ou de leur désobéissance au roi. C'est donc l'action bienfaisante et disciplinaire du roi qui apporte la prospérité et protège ses sujets de la famine. Le roi étant le père de ses sujets, comme le rappelait Olivier de Serres à propos d'Henri IV, comment ne pourrait-il pas se préoccuper de leur subsistance? Empereurs, rois, ont été vus travailler à ordonner de leurs propres mains leur jardinage, ajoute encore Olivier de Serres. Cette dimension cosmologique du pouvoir royal est résumée par Jean-Baptiste de La Quintinie dans son discours au roi, dans son instruction pour les jardins fruitiers et potagers, publié en 1690. De tout temps, les mêmes vertus qui faisaient la fertilité de leur peuple faisaient aussi la fertilité de leur terre. Cette terre, qui paraît si opiniâtre à l'égard de tout le monde, cédera enfin et au moindre commandement du roi. L'extrait est inspiré librement par Pline. C'est ce thème du roi carolingien, garant à la fois d'un principe d'ordre et de culture, et de l'équilibre bienfaisant de la nature, qui aurait pu faire sens aux yeux de Louis XIV et de ses ministres, et qui justifie leur intérêt pour la police des grains instaurée par Charlemagne, ou pour le soin apporté par le roi à la culture de ces domaines, illustrés vers 800 par le capitulaire d'Évilis. Composé peu de temps après la canonisation de Charlemagne en 1165, la séquence d'Aix célèbre l'empereur agriculteur, je cite, « le fort soldat du Christ qui purge la terre de l'ivraie, et son glaive arrache l'ivraie de la moisson, c'est là le grand empereur, bon semeur d'une bonne semence et prudent agriculteur. » Fin de citation. Comme l'écrit mon collègue Fabrice Préat, le thème du renouvellement de la nature et de sa prospérité liée au souverain, très fréquent dans le panégyrique de Louis XIV, va de pair dans la culture religieuse avec l'image du père du peuple, constamment rappelée dans la prédication, mais aussi dans les évocations de la consécration royale. Justifié par des antécédents carolingiens, l'absolutisme hypertrophiait la fonction royale au point de lui donner pour mission de contrôler les défauts du marché de la subsistance et d'incarner la nature bienfaisante. Si les rois, écrit un panégyrique de 1687, si les rois sont des images vivantes de celui qui, dans la transfiguration, apparaît plus brillant que le soleil qui brille sur nos têtes, il ne s'agit pas de Louis XIV, mais
du Seigneur évidemment, il faut dire que Louis le Grand est l'image la plus accomplie de ce soleil de justice. Mais malheureusement, les brumes malheureuses d'une longue maladie se sont levées et se sont tellement épaissies qu'elles se sont formées comme un nuage qui a presque éclipsé le soleil de notre France. Le panégyrique est écrit à l'issue même d'une de ces grandes famines qui ébranlent le royaume de Louis XIV. En ce qui concerne les années de pure famine de 1661-1662, Louis XIV décrit dans ses mémoires pour l'éducation du dauphin, rédigés par Paul Pélisson, un familier de Bossuet, comment le roi a pris soin de s'occuper de ses peuples, car il était vrai père de famille. Un autre proche de Bossuet, l'abbé de Choisy, qui avait été nommé pour veiller à l'éducation de la duchesse de Bourgogne, a également utilisé l'histoire de Charlemagne pour renforcer le modèle de la paternité qui parcourait en filigrane, toute l'œuvre pédagogique dévolue au prince et qui descendait du père vers l'héritier présomptif. Il aimait ses sujets comme ses enfants. La citation des propos de Louis XIV dans les mémoires pour le dauphin est un peu longue, mais elle illustre admirablement comment le roi se représente lui-même et son pouvoir dans ce modèle d'intérêt paternaliste et domestique l'année qui suit sa prise du pouvoir. Il survint bientôt, après une occasion en elle-même fâcheuse, mais utile par l'événement qui fit assez remarquer à mes peuples combien j'étais capable de ce même soin du détail pour ce qui ne regardait que leurs intérêts et leurs avantages. La stérilité de 1661, quoique grande, ne se fit promptement sentir qu'au commencement de l'année 1662, lorsqu'on eut consumé pour la grande partie les blés des années précédentes. Mais alors elle affligea tout le royaume, au milieu de ses premières prospérités, comme si Dieu, qui prend soin de tempérer les biens et les maux, eût voulu balancer les grandes et heureuses espérances de l'avenir par une infortune présente. Dans son appréciation de l'événement famine de 1661, Louis XIV prend bien en compte le poids des aléas naturels. L'infortune qu'il affronte, au sens où l'entend Machiavel, permet au roi de montrer sa grandeur en surmontant l'épreuve par son gouvernement. Dieu joue en quelque sorte du vieux concept antique de la fortune pour balancer les grandes espérances de l'avenir. Ceux qui, en pareil cas, continue Louis XIV, ont accoutumé de profiter de la calamité publique, ne manquèrent pas de fermer leurs magasins, se promettant dans les suites une plus grande cherté et par conséquent un gain plus considérable. On peut s'imaginer cependant, mon fils, quels effets produisaient dans le royaume les marchés vides de toutes sortes de grains, les laboureurs contraints de quitter le travail des terres pour aller chercher ailleurs la subsistance dont ils étaient pressés, ce qui faisait même appréhender que le malheur de cette année ne passât au suivant. Les artisans qui enchérissaient leurs ouvrages à proportion de ce qu'il leur fallait pour vivre, les pauvres faisant entendre partout leurs plaintes et leurs murmures, les familles médiocres qui retenaient leur charité ordinaire par la crainte d'un besoin prochain, les plus opulents, chargés de leurs domestiques et ne pouvant suffire à tout. Tous les ordres de l'État, enfin, menacés des grandes maladies que la mauvaise nourriture mène après elle et qui, commençant par le peuple, s'étendent ensuite aux personnes de la plus haute qualité. Tout cela ensemble causait par toute la France une désolation qu'il est difficile d'exprimer. Elle eût été sans comparaison plus grande, mon fils, si je me fusse contenté de m'en affliger inutilement, ou si je me fusse reposé des remèdes qu'on pouvait y apporter sur les magistrats ordinaires. Si l'élément déclencheur de la crise
et la stérilité de l'année 1661 et l'épuisement des réserves, lui voit plutôt dans la famine le résultat de l'accaparement et de la spéculation qu'un échec des récoltes. La correction de la mauvaise nature de l'homme, qui entraînait le châtiment divin et la disette, incombe au vicariat royal plutôt qu'à l'action directe de la Providence. Le roi est également sensible au caractère régional de la famine, qui affecte surtout le nord, l'ouest et le centre de la France. L'horizon des subsistances dépasse le local pour se projeter vers les provinces les plus abondantes du royaume, le Midi aquitain, et vers les greniers à blé de la Baltique. Le roi corrige non seulement les imperfections du marché, mais il corrige en même temps le défaut d'approvisionnement par sa connaissance des ressources et par sa maîtrise des espaces géographiques. J'entrais moi-même en une connaissance très particulière et très exacte du besoin des peuples et de l'état des choses. J'obligeais les provinces les plus abondantes à secourir les autres, les particuliers à ouvrir leurs magasins et à exposer leurs denrées à un prix équitable. J'envoyais en diligence mes ordres de tous côtés pour faire venir par la mer de Danzig et des autres pays étrangers le plus de blé qu'il me fut possible. Je les fis acheter de mon épargne. J'en distribuai gratuitement la plus grande partie aux petits peuples des meilleures villes, comme Paris, Rouen, Tours et autres. Je fis vendre le reste à ceux qui en pouvaient acheter. Mais j'y mis un prix très modique, et dont le profit, s'il y en avait, était employé aussitôt au soulagement des pauvres, qui tiraient des plus riches par ce moyen un secours volontaire, naturel et insensible. À la campagne, où les distributions de blé n'auraient pu se faire si promptement, je les fis en argent, dont chacun tâchait ensuite de soulager sa nécessité. Et suit la leçon politique capitale à son fils, je parus enfin à tous mes sujets comme un véritable père de famille qui fait provision de sa maison et partage avec équité les aliments à ses enfants et à ses domestiques. Je n'ai jamais trouvé de dépense mieux employée que celle-là, car nos sujets, mon fils, sont nos véritables richesses. Que si Dieu me fait grâce d'exécuter ce que j'ai dans l'esprit, je tâcherai de porter la félicité de mon règne jusqu'à faire en sorte, non pas à la vérité qu'il n'y ait plus ni pauvre ni riche, car la fortune, l'industrie et l'esprit laisseront éternellement cette distinction entre les hommes, mais au moins qu'on ne voit plus dans tout le royaume ni indigence ni mendicité. Je veux dire personne, quelque misérable qu'il puisse être, qui ne soit assuré de sa subsistance ou par son travail ou par un secours ordinaire et réglé. Après la deuxième édition du traité de Nicolas de Lamare, complété en 1729 par Leclerc du Brier, le modèle carolingien de surveillance des marchés céréaliers et de répression des comportements de thésaurisation et de spéculation sur les grains reste d'actualité pour les lieutenants généraux de police pendant le long règne de Louis XV et le début du règne de Louis XVI. L'un des aspects les plus frappants des principes illustrés par la législation de Charlemagne sur les céréales au XVIIIe siècle sont les achats de grains du roi, du pain acheté pour être distribué à Paris et sur les marchés voisins pour soulager la famine de 1725 et de 1740. Face au libéralisme céréalier de Turgot, qui place la police des subsistances sous la supervision exclusive des acteurs et des forces du marché, le lieutenant général de police Lenoir défend la fonction de police élaborée sous Louis XIV, qui contribue à discipliner le corps social et les individus qui le composent afin d'assurer la mise en œuvre de la puissance paternelle et protectrice du roi. En pragmatique et non pas en réactionnaire hostile au progrès libéral, il redoute, je cite, le vide laissé par la disparition brutale d'un système qui exerçait une discipline intérieure sur ses membres.
Un extrait du capitulaire de Francfort de Charlemagne de juin 1794 sur l'obligation légale de payer la dîme paroissiale est fréquemment commenté tout au long du XVIIIe siècle comme un modèle de la nécessité de moraliser le marché de la subsistance. Il contient une histoire qui attribue à des démons la responsabilité de la famine qui a touché le royaume franc depuis la fin de l'année 1792. Je cite: « Nous avons en effet appris par expérience, au cours de l'année où cette forte faim s'est installée, 1793, que les grains vides, dévorés par les démons, se répandaient et que des voix se faisaient entendre contre les chrétiens qui refusaient de payer la dîme aux prêtres. » Selon Nicolas de Lamarre, qui commente ce passage, la véritable motivation derrière cette histoire n'était pas le paiement de la dîme. Ces histoires de démons dévorant des grains étaient des faux fabriqués par des accapareurs et des spéculateurs de grains qui les avaient propagés pour créer la panique chez les consommateurs et faire monter les prix, comme ce fut le cas, ajoute-t-il, pour les pénuries alimentaires contemporaines de 1694, 1698, 1699 et 1709. Pour l'officier de police, accoutumé à rétablir l'ordre et la paix sur les marchés, en période de disette, et pour l'intellectuel convaincu de la générosité foncière de la nature, la fiction inventée est la seule hypothèse qui tienne et corresponde à ses convictions et à son expérience du terrain. À ses yeux, les disettes de soudure des décennies 1690 et 1700 n'étaient rien d'autre que des pénuries artificielles ou de simples difficultés temporaires d'approvisionnement que les agissements des spéculateurs et des accapareurs transformaient en famine. Selon la terminologie du prix Nobel d'économie Amartya Sen, c'était des FED, des perturbations graves des droits d'accès aux subsistances pour les plus pauvres, provoquées non pas par le manque de pain, mais par les agissements de marchands mal intentionnés, toujours avides de grains. Je cite Nicolas de Lamarre à propos de 1693, ou de gens peu affectionnés au bien public pour 1699. Il est temps de conclure. Comme l'écrit Stephen Kaplan, les administrateurs, les écrivains du XVIIIe siècle ont insisté sur la distinction à faire en termes de cause entre une pénurie réelle et une pénurie d'opinion. Mais ils ne pouvaient pas nier que les effets étaient très similaires dans les deux cas. Le pain manquait pour tous. En renonçant au lien de solidarité entre les gouvernants et les gouvernés au profit des lois du marché, la royauté a laissé un vide béant. Les consommateurs ont perdu leur identité privilégiée. Ils ne sont plus le peuple. C'est en vain qu'ils conjurent la famine en ramenant avec eux le boulanger, la boulangère et le petit mitron. Les cosmogonies et les économies politiques qui ont trouvé les figures du roi cosmique responsable de l'équilibre de la productivité de la nature, comme celui de Charlemagne, ou du roi père des peuples et boulanger de dernier recours, comme celui de Louis XIV, sont animés par des flux d'idées qui circulent de haut en bas à travers les constructions idéologiques des élites, mais également de bas en haut, par les revendications exprimées dans les manifestations de l'économie morale de la foule. Dans les moments de tension paroxystique, comme les 5 et 6 octobre 1789, ces deux courants se croisent pour légitimer ou délégitimer la figure centrale du pouvoir. Et je vous remercie pour votre attention sur cette belle image du caricaturiste anglais Isaac Roysing, relevé par un lecteur français, où vous voyez à la fois la pique révolutionnaire et la tête d'un aristocrate, la foule qui revient avec un chariot plein de farine pour ramener le roi, la reine et le petit mitron
à Versailles, hein, les femmes assises sur des fûts de canon, et dernier clin d'œil, Louis XVI, d'après celui qui a complété la légende, dit « Aïe, ma femme, qu'avez-vous fait ?» Merci pour votre patience et votre attention. Redire le plaisir que j'ai eu à m'exprimer devant le public du Collège Belgique, et vous signaler pour les Namurois, même si l'univers virtuel fait qu'il est difficile de discerner finalement une conférence selon qu'elle est donnée à Liège, à Namur, à Bruxelles, à Mons ou à Arlon, mais en tout cas, parce que le sujet traite également en particulier de Namur, je vous donne rendez-vous demain à la même heure, 17 h, pour une conférence qui ouvre un cycle de Philippe Bragard consacré à la région namuroise dans l'histoire militaire britannique, des pages d'histoire et de mémoire oubliées. Je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à bientôt sur les écrans ou, espérons-le, le plus vite possible dans les salles de l'Académie et du Collège Belgique. Merci.